Tu vas nous parler des évolutions, des référentiels de, certification. Parce que là, comme je disais ce matin, tu as eu beaucoup, de travail, ces derniers mois, avec les évolutions, BRC, IFS et FSSC 22000. Donc écoute, Et je te laisse la main. c'est pas fini parce que c'est une année, très riche en transition, changement de version. Il y a des il y a des années comme ça, c'est comme la météo, le climat. Ben, cette année, on a eu, BRC V9 en février, FSSC V6, bon, on démarre cette année, pour mise en place au printemps prochain, en avril, mais on a 3 transitions IFS la même année, avec, IFS V8, qui a joué un petit peu les Arlésiennes en se décalant d'environ 3 mois, mais qui est à mettre en place, pratiquement, pour démarrer en tout début d'année prochaine. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. L'idée, c'est effectivement de parcourir pas toutes les exigences des référentiels, mais faire un focus sur ce qui nous semblait, les exigences d'abord nouvelles, qui vont demander du travail ou de l'anticipation aux entreprises. En pratique, alors ce qu'on a prévu, c'est que vous puissiez poser vos questions au fil de l'eau et on modérera avec mes collègues, et on peut se poser pour, faire des focus sur les questions et prendre un peu de temps à la fin de la session pour aller, dans le détail ou pour vous donner des sources, complémentaires d'informations parce qu'on n'aura pas le temps sur 3 référentiels de tout aborder. Alors on c'est un parti pris. De ce fait, étant pas complet sur aucun des référentiels, on on ne pourra pas délivrer d'attestation de formation. C'est pas une formation en tant que telle, c'est un échange sur les différents référentiels de certification. Et les supports seront mis à disposition, hein, puisque j'ai Et eu les beaucoup supports là. seront mis à disposition et vous verrez on a raisonné avec des outils, de synthèse qu'on va partager avec vous, qu'on peut partager comme nous, on les partage avec nos clients pour les aider dans la phase de transition. Alors, en 2 mots, si effectivement il n'y a pas forcément un recoupement avec, les personnes de ce matin, je vais dire, enfin, je vais me présenter rapidement. Je travaille depuis, 2008 à la certification, l'entité qui fait de la certification pour AFNOR. J'ai, exercé des fonctions d'auditeur, essentiellement, système ISO 22000 et beaucoup de, ce qu'on appelle, certification manager. Alors ce mot-là, ça veut dire qu'on a une personne un peu interface avec les propriétaires de référentiels, hein, qui doit s'assurer, bah, de la bonne, prise en compte des règles des propriétaires de référentiels et de leur diffusion auprès des auditeurs et des audités des sites de certification. Puis est venu se greffer sur ça, la reconnaissance de la GFSI, qui, a impliqué notamment la mise en place de programmes d'intégrité. Alors programmes d'intégrité, c'est des systèmes de surveillance, qui nous occupent beaucoup, hein, en termes de règles à respecter, de KPI, hein, donc d'indicateurs de performance pour s'assurer que les propriétaires, enfin que la délégation de certification qui est accordée à l'organisme certification et respecte bien les règles des propriétaires. Donc je vous parlerai aujourd'hui essentiellement de ce qu'on appelle nous les exigences d'audit, les checklists d'audit. Donc je passerai un peu sous le silence, sauf s'il y a des questions, toute la partie protocole de certification, hein. Je parlerai peu, sauf si vraiment vous le souhaitez, des notes, des périodes de réalisation des audits inopinés, des grades, de ce genre de choses. Et puis ensuite, pour rappel, vous avez à partir de 16 heures la présentation d'une enquête par mes collègues sur
une enquête large auprès de responsables qualité sur leur perception et leur implication sur toutes les différentes activités liées au HACCP et à la qualité et sécurité des aliments. Alors voilà, focus sur avec c'est du cherry picking comme on dit en anglais, c'est-à-dire je ne vais pas vous parler de tout, mais vous avez le droit de poser des questions sur tout. Donc comme indiqué, on a une année riche en modifications, en changements. J'ai simplement indiqué BRCV9, IFSV8, FSSCV6, sachant que je vous donnerai des calendriers plus précis, notamment sur l'IFS qui demande à détailler un peu plus les différentes phases. Il y a eu un événement important au niveau de la normalisation en 2022, qui est la publication d'une norme qui est une norme ISO sur les règles de délivrance de la certification. En gros, c'est les règles du jeu que tous les organismes certificateurs doivent utiliser, appliquer, pour ce qui est du calcul des durées d'audit, de définition des catégories, parce que on doit ajuster des compétences auditeurs par rapport à des catégories d'audit et des règles sur comment ça s'organise un audit, qu'est-ce qui est possible de faire, quels sont les cycles d'audit. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis passé dans le noir subitement. OK. Donc, cette norme ISO 22003 a été publiée l'année dernière. Elle est applicable à la fois à FSSC 22000, mais aussi à IFS BRC, sachant qu'elle est en 2 parties et qu'elle couvre ce que nous, on appelle la certification de système, donc ISO 22000, FSSC 22000, selon une norme d'accréditation ISO 17021, et la certification produit process, selon la norme d'accréditation 17065, de laquelle dépendent IFS et BRC. Ça paraît un peu technique, mais ça a un impact important parce que ça crée finalement une espèce un socle commun à ces différents référentiels qui n'existaient pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était comment dire, un fonctionnement un peu en silo. Quand on était en système, il y avait des règles spécifiques et les propriétaires avaient des règles bien spécifiques en produit process. Alors, si je prends un exemple, et ce qui vous montrera aussi un peu le paysage normatif, tout ce qu'on appelle nous un peu l'écosystème des normes qui entourent un référentiel. Vous savez que le FSSC 22000 est un référentiel qui est basé sur l'ISO 22000, qui est donc en relation avec les règles d'accréditation définies dans la 17, dans l'ISO 22003, qui est elle-même sous le chapeau d'une norme qui gère la certification de tout ce qui est système de management. Et puis vous avez des normes qui accompagnent l'ISO 22000, un guide un peu la carte routière de l'ISO 22000, des éléments sur la traçabilité, des éléments sur les PRP qui sont importants pour le FSSC, et puis une norme qui concerne beaucoup plus les critères concernant les auditeurs. Qu'est-ce qui fait qu'un auditeur, quels sont les soft skills, les hard skills, enfin les compétences, les savoir-faire, les savoir-être qu'on recherche chez un auditeur, c'est dans ce référentiel-là. En 2022, vous avez eu un document que je vous enjoins à lire ou à étudier, qui est un guide d'application de l'ISO 22000. Et vous avez surtout, comme je le disais, une nouvelle ISO 22003 qui s'applique à tous les référentiels de systèmes de management dans le secteur de la sécurité des aliments sous accréditation 17021. Donc, ça a impacté la révision du référentiel FSSCV6. Donc, je commencerai par le FSSCV6. Alors, pour rappel, ceux qui sont issus de l'ISO 22000, le socle, comme je le disais, de tout ce qui est exigence en FSSCV6, c'est l'ISO 22000 version 2018, qu'on appelle la partie 2, à laquelle on ajoute des référentiels de PRP. Vous savez que dans l'ISO 22000, vous avez un chapitre
qui indique qu'on doit bâtir son système de management de la sécurité des aliments en s'appuyant sur des bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Quand vous êtes en ISO 22000 simple, vous avez toute latitude pour les sélectionner, les choisir. Quand vous êtes en certification FSSC 22000, vous devez impérativement examiner les PRP qui sont définis dans des normes sectorielles des ISO TS 22002-X. Et puis, ce qui était la particularité du référentiel, enfin, ce qui est toujours la particularité du référentiel FSSC 22000, c'est que vous avez des exigences additionnelles. Alors, ces exigences additionnelles, elles sont un petit peu là en complément de ce que le propriétaire de référentiel a identifié comme étant manquant dans l'ISO 22000 ou dans les ISO TS. Manquant par rapport à quoi? Par rapport à un référentiel international qui est le Guidance Document, donc le guide de la Global Food Safety Initiative. En gros, pour être reconnu, le FSSC 22000 doit ajuster ses exigences en fonction de ce que demande la Global Food Safety Initiative. Alors, la nouveauté de la V6, c'est que vous allez voir que dans les nouvelles exigences, le propriétaire de référentiel a rajouté tout ce qu'il faut pour être en accord avec ce que demande la GFSI. Tout ce qu'il faut, c'est le food defense, le food fraud, la food safety culture dont on a parlé ce matin, qui pour l'instant n'était pas dans les exigences additionnelles, et un certain nombre de choses sur la qualité, sur le gaspillage alimentaire, les pertes alimentaires. Et tout ça, on va le retrouver dans les exigences additionnelles. Je ferai juste une petite parenthèse, j'ouvrirai une petite parenthèse en disant qu'il y a aussi le relevé de décision du Board of Stakeholders qui doit être pris en compte. Le Board of Stakeholders, donc les parties prenantes qui gèrent le protocole de certification, peuvent ajouter, modifier un certain nombre d'exigences, notamment au niveau des exigences additionnelles. Il faut toujours, par rapport à une version de référentiel à un temps donné, télécharger le Board of Stakeholders et vérifier qu'il n'y a pas des petites modifications. Sur la version 8, la version 6, excusez-moi, il y a des modifications en termes de catégories. Donc attention, dans certaines catégories, vous allez avoir apparaître, par exemple, la B3, manipulation de produits végétaux à transformation, pour tout ce qui est activité sur les plantes récoltées qui ne transforment pas le produit par rapport à sa forme d'origine. Donc ça va nécessiter d'être identifié dans votre dialogue avec votre organisme de certification. Si vous faites, par exemple, du nettoyage, du lavage, du cirage, du rinçage, du transport hydraulique de fruits, vous serez en B3. Donc, nouvelle catégorie, nouveau certificat. Le propriétaire a aussi, alors ça c'est directement issu de la fameuse ISO 22003, séparer la catégorie C1 en C1 et C0. C0, c'est quoi? C'est tout ce qui est en amont de la découpe, c'est-à-dire on va avoir l'abattage, la stabulation, abattage, éviscération, réfrigération de carcasse. Ça concerne aussi le poisson, le stockage de gibier. Donc, en fonction de votre activité, si vous êtes purement abattage, vous serez en C0. Si vous êtes abattage et plus vous avez une activité de découpe, vous serez en C0 ou C1. Sur la partie distribution, retail, on avait déjà le F1 qui correspond à la distribution, je dirais plutôt classique, et la version 6 ajoute le F2 qui correspond au courtage, au négoce. Donc ça peut être sans manipulation physique des produits, on agit en tant qu'agent ou tiers pour acheter et vendre des produits alimentaires. Et ça couvre les produits alimentaires, l'alimentation des animaux et les emballages. Et dans les modifications de catégorie, vous avez la catégorie D avec le passage du pet food, donc tout ce qui est aliments pour animaux domestiques en catégorie C, donc comme pour l'alimentation humaine. Et en fonction de la nature du pet food, vous serez soit en produits
en produits secs stables à température ambiante en C4 ou des produits type carnet pour le pet food en C1, voire éventuellement du C2. Et le D ne concerne maintenant uniquement que la fabrication de prémix ou la transformation d'aliments pour animaux. Les services de transport et de stockage, il y a une simplification, c'est-à-dire au lieu d'avoir 2 catégories, vous n'en avez plus qu'une. Avant, vous aviez le G1, la G1 et la G2. Et maintenant que vous fassiez du transport de produits à température ambiante ou à température dirigée, ça sera du G. Et ça concerne le transport d'emballage, d'aliments ou d'aliments pour animaux. Donc la catégorie 6 couvre les catégories qui sont indiquées ici. Donc dans le dialogue, la première question à poser à votre organisme certification ou à voir avec votre organisme certification, c'est de savoir si vous avez des modifications qui nécessiteraient de revoir la compétence ou la qualification des auditeurs pour votre premier audit en V6. Sur la partie, je dirais, pratico-pratique, tous les documents sont sur le site de la Fondation. La Fondation a joué très fort cette fois-ci, c'est-à-dire que dès la publication, on avait quasiment tout sur le site, sauf la version française du protocole principal, donc du document principal. Il n'est pas prévu, selon une FAQ qui a été publiée sur le site, qui est de traduction française. Alors ça, c'est un peu embêtant, mais voilà, il faut s'y habituer. C'est de plus en plus courant qu'on ne nous attribue que les versions françaises. Heureusement que BRC et IFS ont fait l'effort de traduire, mais en FSSC, ça sera, à moins qu'il y ait une initiative en cours d'année, mais vous risquez de devoir travailler avec la version anglaise. Voilà, je parlais du Board of Stakeholders, et puis toutes les annexes, 5 annexes qui sont plus pour les organismes de certification, qui sont téléchargeables également sur le site. Alors c'est très bien fait, je ne vais pas arrêter la présentation pour vous montrer le site, et si vous aviez des questions, je pourrais vous montrer les astuces. Alors les organismes de certification disposent d'un peu plus d'informations que ce que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'organisme certifié. Donc, il est toujours possible, quand vous avez des questions, de se rapprocher de votre organisme de certification qui, lui, peut vous sortir un article complémentaire ou un élément d'explication pour le cas où vous auriez des questions. Voilà, on avait avant, je passe des exigences pour les organismes de certification qui ont été supprimées. Elles existent toujours, mais sous une autre forme. C'est pour les gens qui délivrent des formations estampillées FSSC. Élément Laurent, oui, on a des questions. on les fait Donc, au fil de l'eau peut-être ou fais comme tu veux, ça peut être sympa parce que d'accord, ok. alors j'y réponds autant que faire se peut au fil de l'eau, comme tu dis. On a eu des questions sur comment on intègre la food safety culture à l'ISO 22000. Donc j'ai évoqué le Ouais. guide le guide de la fondation et j'ai mis le lien sur le chat. Et ensuite, il y a une question intéressante sur les évolutions des ISO-TS, puisque tu parlais des Oui, ISO-TS oui, qui sont obligatoires dans le cadre du FSSC, qui remontent ouais, pour certaines majoritairement à 2009, même si la plus récente a été publiée là, en 2019 de mémoire ouais. sur le transport et le stockage. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les évolutions? Alors oui, parce que en fait, je participe à la commission de révision des ISO-TS, des fameuses normes de définition des bonnes pratiques de fabrication par branche ou par secteur de la chaîne alimentaire. Donc il y a un grand chantier qui a été lancé, qui est en cours, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les documents bougent avant l'année prochaine, voire début 2025. Le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a une espèce de grand nettoyage qui est fait des ISO-TS en partant du principe qu'il y a des bonnes pratiques qui sont communes à différents maillons de la chaîne alimentaire. Ce qui est logique, quand on parle de lavage des mains, ça va s'appliquer à X secteurs de la chaîne alimentaire. Et donc, on fait remonter dans ce projet-là, c'est une décision qui a été prise au niveau international, tout ce qui est commun dans une espèce de norme de tronc commun. Ce qui veut dire qu'ensuite, on nettoie dans les ISO-TS spécifiques
à un secteur donné, de façon à ne laisser que ce qui est vraiment spécifique au secteur. Puis il y a aussi un deuxième mouvement qui a été fait, qui consiste à dire il y a des choses qui étaient dans les ISO TS qui ne sont pas vraiment des PRP. Alors, pour ceux qui font l'ISO 22000 depuis le PAS 320, qui a précédé l'ISO TS 22002-1, il y avait la food defense dans le PAS 320, ou plutôt restreinte, disons, à la maîtrise des accès. Et ça faisait double emploi avec ce qu'il y avait dans les exigences additionnelles. Et au final, il y a dans la révision des ISO-TS, on va essayer de faire sortir tout ce qui n'est pas des vrais PRP, food fraud, food defense, et de le mettre plutôt dans l'ISO 22000. Il y a des éléments aussi comme le recyclage, les reprises de produits qui étaient dans les ISO-TS et qui vont probablement remonter au niveau de l'ISO 22000. Et dernier point, oui, c'est que l'ISO 22000, Olivier, je crois, l'a mentionné ce matin, a démarré un processus de révision. Donc, ça va être un peu en décalé par rapport aux ISO TS, mais la logique va être de ne laisser dans les ISO TS vraiment que ce qui est vraiment du PRP pur et dur, et de remonter ce qui est nécessaire dans l'ISO 22000. Alors, question ouverte, est-ce qu'on fait remonter la food safety culture dans l'ISO 22000? La question a été posée. Ça sera peut-être une évolution de la future ISO 22000. Alors, pour rester sur le FSSC V6, vous avez des guides d'application. Olivier mentionnait la Food Safety Culture. Il y en a un qui existe en version 5.1, qui est en cours de révision pour la version 6. C'est assez logique puisque je vous ai dit que la Fondation avait un peu changé son fusil d'épaule en créant une exigence additionnelle spécifique sur la Food Safety Culture. Donc, il va falloir mettre ça en musique. Et je vous expliquerai comment on va faire. Et puis, il y a le Food Loss and Waste. Alors, c'est perte et gaspillage alimentaire avec un guide en préparation. Donc ça, c'est une thématique nouvelle qui est beaucoup plus liée aux objectifs de développement durable, qui impacte pas mal de réflexions comment dire, dans le protocole et dans les exigences. Avec un objectif de réduction du gaspillage et des pertes alimentaires, on va se poser des questions sur, par exemple, augmenter les durées de vie des produits pour moins gaspiller. On va se poser des questions sur l'utilisation d'emballages recyclés. Est-ce que ça présente des risques? Est-ce qu'on a des risques de... Est-ce qu'on peut par ce biais-là diminuer le gaspillage? Donc, il y aura un guide sur ce point-là. Et ce que vous avez déjà à disposition, c'est les modalités de transition qui sont sur le site et les changements identifiés entre version 5.1 et 6. J'aurais pu citer une FAQ qui a été publiée il y a 1 ou 2 jours, c'est accessible sur le site, qui va vous donner, en gros, par rapport aux modalités de transition et aux modifications des exigences, des indications. Donc, c'est directement sur la page FSSCV6. Sinon, le FSSCV6, ce n'est pas la révolution, mais il y a quand même 5 exigences qui sont totalement nouvelles, c'est-à-dire qui n'existaient pas en version 5.1. Et au total, vous avez 18 exigences additionnelles. Avec toujours un principe, c'est pour ça qu'on vous rajoute ici les catégories, c'est que les 18 exigences additionnelles, ça ne s'applique pas forcément à tous les cas de figure. Vous avez des exigences qui sont spécifiques à une catégorie de produits, à une catégorie de données. Et des exigences qui ont été clarifiées, mais clarifiées parfois sérieusement. Alors, utilisation du logo, il n'y a pas grand-chose, je vous en parlais très peu. Gestion des allergènes, en revanche, là, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées. Donc, ce n'est pas une exigence nouvelle, mais pour ceux qui attaquent la préparation de la version 6, on est quasiment presque au niveau d'un BRC en termes de gestion des allergènes. C'est-à-dire qu'il faut avoir un programme très complet de gestion des allergènes. Et idem pour la surveillance de l'environnement, il y a des choses qui ont été rajoutées. Donc, j'axerai la présentation de la V6 essentiellement sur ce qui est nouveau. Puis, si vous avez des questions, on pourra faire des incises sur tel ou tel point. Alors je
je passe sur tout ce qui est la 2.5.1, 2.5.2 qui concerne essentiellement les modifications concernant les gens qui sont dans l'emballage. Donc sur celle-ci, vous avez essentiellement la maîtrise de l'impression des emballages qui est définie, qui vient se rajouter quand vous êtes en catégorie I, l'approbation des artworks, des chromalins, des épreuves. Sur la deuxième, vous avez essentiellement la maîtrise des allégations, c'est-à-dire en gros tout un chapitre qui va vous obliger en cas d'allégation sur l'origine, sur des modes de préparation, sur tout ce qui est porté par votre étiquetage, de le prouver. Oui, effectivement, pour la catégorie la catégorie 2, tout ce qui est gestion des maquettes et contrôle de l'impression, des artworks, c'est ici, c'est dans la 2.5.2. Sur la 2.5.1, c'est la maîtrise des emballages recyclés pour s'assurer que si vous utilisez des emballages recyclés, ils sont bien conformes aux exigences réglementaires, sanitaires établies. Food fraud, food defense, je ne vais pas en parler beaucoup parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change, sauf le fait que vous devez utiliser des méthodologies définies. C'est-à-dire que ce n'est pas au doigt mouillé que vous faites votre analyse de food defense ou de food fraud. Il faut s'appuyer sur des méthodes type VACCP, TACCP, Carver-Shock. Ce que vous faisiez probablement, mais là, le propriétaire de référentiel pointe directement sur ces méthodes-là, ce qui veut dire, en termes d'audit, qu'il va falloir à un moment donné dire comment votre équipe ou de quelles preuves votre équipe de compétences dispose votre équipe. Ce n'est pas forcément des formations, ça peut être une expérience antérieure. Le référentiel ne vous dit pas qu'ils doivent être formés à la food fraud, food defense, mais vous devez être capable de montrer que cette compétence à appliquer des méthodologies définies existe. Et pour la catégorie F2, négoce, courtage, food fraud, food defense rejaillit sur les fournisseurs, puisqu'en fait, si vous êtes en catégorie F2 en FSSC V6, vous devrez vérifier que vos fournisseurs ont bien un plan food fraud, ont bien un plan food defense. Voilà, c'est la seule modification. 2.5.5, c'est le logo. Le logo, en fait, il y a des restrictions d'usage qui ont été ajoutées. Les gens qui mettaient le logo FSSC sur un certificat de conformité, c'est surtout dans l'emballage, hein. Le client demande un certificat de conformité de votre entreprise à la réglementation 1935-2004, plus 2006, etc. Il y en a qui rajoutaient le logo, ils ne peuvent plus le faire. Tout ce qui est certificat d'analyse, on ne peut pas rajouter le logo FSSC. Et point nouveau, si vous avez des exclusions du domaine d'application, vous ne pouvez pas ajouter le logo. Là, ce qui est potentiellement peut être embêtant sur certains sites. Là, on a besoin de plus d'infos de la part de la Fondation, notamment sur les produits de négoce. A priori, toute exclusion, y compris produits de négoce, empêche l'utilisation du logo FSSC. Mais on va voir s'ils ont une position un peu intermédiaire, comme là le BRC, qui est de dire si c'est des produits de négoce, vous ne perdez pas l'utilisation du logo. Donc je passe tout de suite au 2.5.6, gestion des allergènes, et là j'ai préparé un point. Donc, on est sur une logique de plan documenté, de gestion documentée des allergènes, ça, c'est pas nouveau, avec une analyse des risques couvrant toutes les sources potentielles de contamination croisées par des allergènes ou d'introduction d'allergènes par les matières premières dans votre process, de façon à définir les mesures de maîtrise pour réduire ou éliminer le risque de contamination croisée. Donc, vous allez voir que ça implique des choses qui sont somme toute assez logiques, comme avoir une liste des allergènes majeurs manipulés sur le site, identifier les possibilités de contamination fortuite d'allergènes, de valider et de vérifier les mesures de maîtrise des contaminations croisées, donc des preuves de validation et de vérification, de revoir les justifications en matière de risque en cas d'étiquetage de précaution, donc plus d'étiquetage parapluie si on ne peut pas prouver qu'il y a un vrai risque pour le consommateur. Donc on ne peut pas sortir l'étiquetage ce site ou fabriqué dans un atelier qui peut contenir des traces de noix ou de... Non, il faut qu'il y ait un risque.
Plan de gestion des allergènes revu au minimum annuellement ou en cas de changement et des preuves de formation du personnel avec éventuellement des mises à jour, des révisions disponibles lors de l'audit. Et on voit apparaître des exigences spécifiques si vous êtes en catégorie D, donc pour les aliments pour animaux. Effectivement, il faudra aussi se poser la question, est-ce qu'il existe une réglementation? Alors, ne me demandez pas si sur les bovins, les ovins ou les porcins, il y a des réglementations spécifiques sur les allergènes, mais c'est une question à se poser au passage en version 6 si vous êtes dans ce métier-là. Puis on a cité des guides comme celui de la Food Drinks Europe. Ah bah, by the way, il y a un nouveau guide qui a été publié hier de Food Drink Europe avec le même lien sur la food safety culture. Donc, je profite de l'occasion pour vous le mentionner, ça peut être utile. 257 surveillance de l'environnement. Alors, on est sur quelque chose de général, on va le retrouver en IFS, BRC, FSSC. C'est un peu la jurisprudence Lactalis, c'est-à-dire de dire tous les propriétaires de référentiels veulent que vous ayez un plan de surveillance environnementale qui permette d'évaluer les risques. Alors, en version 6, pour les agents pathogènes, les organismes d'altération et les autres organismes indicateurs. Donc, on élargit le scope, conforme aux exigences légales et à celles des clients, donc basé sur des critères microbiologiques définis, soit dans la réglementation, soit par exemple par la FCD pour les exigences des clients, qui est une analyse des tendances. Alors, analyse des tendances, c'est si vous avez une dégradation de vos mesures liées à telle activité, une activité de découpe ou autre, ou un équipement particulier qui présente des difficultés de nettoyage en série, ça peut déclencher, c'est ce qu'on verra au chapitre HACCP, une requalification ou tout un processus où on va enclencher une mise à jour du système HACCP. Et votre plan de surveillance de l'environnement doit être réévalué au moins une fois par an et pour tout changement significatif lié aux produits, aux procédés ou à la réglementation. Alors, la cerise sur le gâteau dont on a parlé longuement ce matin, c'est la food safety culture. La grande nouveauté, c'est qu'il y a une exigence additionnelle alors qu'il n'y en avait pas en version 5.1. Donc, ça va être plus facile pour les auditeurs de raccrocher des non-conformités, parce que jusqu'à présent, bah, et surtout si vous étiez à l'international où il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas le 2021-382 sur la food safety culture, vous étiez un peu embêté pour mettre des non-conformités alors que la Fondation exige qu'au chapitre 5, c'est-à-dire aux engagements de la direction, on statue, que les auditeurs FSSC statuent sur justement la culture de la sécurité des aliments. Alors, on a interrogé la Fondation. Vous voyez que l'exigence, elle est construite un petit peu comme Food Fraud, Food Defense. Et en gros, elle s'appuie sur un plan documenté. Donc, on met en place des objectifs en lien à la culture de la sécurité alimentaire. On couvre bien les piliers qui sont communication sur les questions de sécurité sanitaire, formation, sensibilisation sur la sécurité sanitaire, les retours d'information, l'engagement des employés et les mesures de performance de la sécurité sanitaire. Donc, on a des objectifs et un plan avec des actions cibles et des délais définis. Donc, tout ce qu'on vous a... alors, néanmoins, la Fondation souhaite toujours qu'on audite la food safety culture de façon plus large que la 258. Pour ceux qui connaissaient la version 5.1 ou qui auditaient en audit interne sur la version 5.1, on auditait la food safety culture au travers des exigences de l'ISO 22000. Vous aviez dans le guide de la Fondation sur la food safety culture des clés pour auditer les exigences de l'ISO 22000 sur la formation, la communication, sur ces points-là, en ayant comme en ligne de mire la food safety culture. Donc, on va toujours devoir faire ça, on va toujours avoir cette approche-là. En revanche, on aura une exigence qui nous permettra de nous, organismes certificateurs, de mettre des non-conformités. Alors, le fameux plan documenté, c'est ce que je vous ai présenté ce matin sur l'approche FSC+, c'est-à-dire il faut le réfléchir, hein, c'est pas un plan annuel, hein, c'est comme Olivier disait, ça peut prendre pas mal de temps, travailler sur les valeurs, travailler sur les missions, la vision, travailler sur les leviers, sur les freins en termes de culture qualité, travailler sur les comportements.
c'est quelque chose qui se réfléchit sur la durée. Et c'est pour ça que nous, on a élaboré une approche basée sur le PAS 320, qui est cité ici, qui dit, si vous voulez vraiment faire un travail de fond, si vous êtes convaincu que la culture de la sécurité des aliments, c'est un levier majeur pour votre entreprise, et que vous pensez que c'est vraiment dans l'ADN de votre activité et qu'il faut que vous solidifiez vos performances en matière de sécurité des aliments, en les appuyant sur un socle solide en termes de culture, bah, il faut avoir une réflexion un peu particulière par rapport à ça. Alors, nouveauté aussi, vous allez voir apparaître en version 6 la qualité. Donc là, on est sur un élargissement du champ d'application du référentiel, très clairement, à tout ce qui est non directement lié à la sécurité des aliments. Les poids, le BRICS, l'aspect visuel attendu d'un produit, des éléments qui doivent être pris en compte dans la politique avec les objectifs liés à la qualité, mis en œuvre, établis et maintenus, donc avoir des paramètres qualité, ce qui est généralement le cas sur de toute façon, il y a des respects des exigences clients. Finalement, cette nouvelle exigence de 5.9, elle fait que rajouter le respect des exigences contractuelles et légales non directement liées à la food safety au scope de l'UFSSC. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en parallèle, jusqu'à présent, en version 5.1, on pouvait le rajouter en ajoutant un module qui s'appelait le FSSCQ. En version 6, ça n'existe plus. La Fondation a décidé de supprimer ce module. C'est un peu la raison pour laquelle vous voyez apparaître tous ces éléments liés à la qualité dans le protocole principal. Donc, il y a des choses un peu particulières comme établir et mettre en œuvre, l'intégrer aux audits internes, établir et mettre en œuvre des procédures de contrôle des poids, des quantités, établir et mettre en œuvre des procédures de démarrage de changement de ligne. S'assurer que, effectivement, ce qu'on appelle le line startup ou les product changeover en BRC couvrent bien aussi les exigences qualité. Je passe tout de suite à la 2.5.11 sur la maîtrise des dangers, les contaminations croisées. Donc, c'est un peu une exigence fourre-tout. Je vous ai dit, le FSSC V6 utilise les exigences additionnelles comme une espèce d'espace tampon dans lequel il veut rajouter, ou de variable d'ajustement dans lequel il veut rajouter tout ce qui manque par rapport à la GFSI. Donc, on va retrouver sur les emballages, y compris en catégorie C, quand on a, finalement, c'est une espèce d'allégation. On dit mon emballage a un effet fonctionnel, par exemple, il prolonge la durée de conservation, et ben, il faudra qu'il y ait des spécifications, en gros, qui viennent à l'appui de l'effet fonctionnel que vous revendiquez. On est dans une logique ici pour tout ce qui est équipement de détection des corps étrangers. Il va falloir qu'il soit déterminé en fonction d'une évaluation des risques. Donc, c'est plus, entre guillemets, vous n'êtes pas totalement pas libre, c'est pas ça, mais il faut mettre en relation une évaluation des risques avec le choix des équipements de détection des corps étrangers que vous avez fait, y compris pour le détecteur de métal. C'est-à-dire, si vous dites j'ai pas de détecteur de métal, l'auditeur pourra vous dire en version 6, ben oui, mais est-ce que vous avez justifié et documenté pourquoi il n'est pas nécessaire dans votre, un peu comme en BRC, d'avoir un détecteur de métal. Des procédures documentées pour la gestion et l'utilisation des équipements sélectionnés, et des procédures des mesures de maîtrise de tous les incidents, bris de verre, bris de plastique dur, bris de métal, bris de céramique, etc. Donc là, une modification assez substantielle de l'exigence de 5.11. 2.5.15, maîtrise des équipements, ça fait partie des nouveautés. Alors, il y a un grand mouvement de fond sur tous les référentiels reconnus par la GFSI, que ce soit BRC, IFS, FSSC 22000, qui est la conception hygiénique, c'est-à-dire s'assurer que dès la sélection, le choix de votre équipement, vous avez identifié des critères de conception hygiénique, de nettoyabilité par exemple, donc dès la phase, je dirais, d'achat ou de procurement, comme on dit en anglais.
Donc, vous avez le HEDG qui a travaillé sur un livre blanc qui est très complet sur une lecture des exigences des différents référentiels et qui vous indique comment, qui vous donne des indications sur comment mettre en relation avec les critères qu'utilisent les fabricants d'équipements pour justement la conception hygiénique. Et tout le processus, je dirais, de l'achat de l'équipement doit être couvert par des spécifications d'achat documentées, d'un processus de gestion des modifications basées sur les risques, des preuves de mise en service réussie de l'équipement est documentée, et une analyse des effets possibles de l'installation ou de la mise en place d'une nouvelle ligne de nouvel équipement sur les systèmes déjà en place. Donc en gros, c'est une approche type maîtrise du changement liée aux équipements. Et on va le retrouver en BRC et en IFS avec des modalités assez proches. Perte et gaspillage alimentaire, ça c'est tout nouveau. Je vous ai dit, c'est plutôt dans la mouvance. Il y a de la réglementation, mais il y a aussi un mouvement de tout ce qui est objectif de développement durable, de réduction des pertes et des déchets alimentaires. Dans le domaine de la normalisation, il y a une commission de normalisation qui est pilotée par le Danemark, qui démarre et qui va essayer de définir un système de management pour les pertes et gaspillages alimentaires. Donc, comment prévenir, limiter les pertes et gaspillages alimentaires. Et ici, donc, en FSSC 22000, vous devez avoir un objectif ou des objectifs de réduction des pertes et déchets alimentaires. À 3 ans, je veux réduire les freintes de 10% sur, j'en sais rien, les betteraves à sucre. Tac. Ça, c'est un objectif. Smart en plus, dans le temps, avec un. Voilà, il faut que vous en identifiez en version 6. Il faut que vous maîtrisiez la gestion, le don des produits. Alors, maîtrise la gestion des dons du produit à des associations, au Resto du Cœur, au personnel. Donc, ça implique de pouvoir éventuellement s'assurer qu'il n'y a pas de compromis sur la sécurité sanitaire pour les produits que vous donnez, de pouvoir éventuellement les rappeler en cas de retrait-rappel, donc d'identifier au moins le maillon auquel vous avez donné les produits. Et on vous demande aussi en version 6 de gérer les excédents de produits ou les sous-produits destinés à l'alimentation animale. Alors, j'ai mis en lien le guide du CTCPA qui me semble, avec des exemples qui me semblent très bien faits sur ce domaine-là. Et vous avez aussi une AFNOR Spec sur le gaspillage alimentaire qui a été publié assez récemment, qui peut vous aider. 2.5.17, ça c'est pas nouveau, c'est essentiellement le rappel que tous les organismes certifiés, tous les sites certifiés doivent informer leur organisme certification. Donc ça fait partie un peu de la procédure et de la liste des contacts que vous devez avoir sur le site qui vous permettent, en cas d'événement grave, donc, mais ce n'est pas uniquement les retraits rappels sanitaires, il peut être une autre situation grave, l'intégrité de la certification est en jeu, vous avez eu une obligation de fermeture avec un PV des services officiels pour une raison X ou Y qui n'est pas forcément sanitaire, vous devez notifier tout ça dans les 3 jours ouvrables à votre organisme certification. Donc c'est en lien aussi, et c'est à raccrocher, c'est un peu un ajout par rapport aux exigences de l'ISO 22000 qui parlent de la gestion des cris, des incidents, etc. Donc mise en œuvre appropriée dans le cadre de leur procédure de préparation de réaction aux situations d'urgence, donc en lien avec l'ISO 22000. Alors, c'est vraiment un flash, c'est pas de la flash pasteurisation, mais c'est de la flash formation sur la V6. Ce que je vous ai mis là, c'est plus, vous verrez, c'est des outils. Alors là, il y a un petit mémo pour vous donner un petit peu ce qui nous semble, nous, les principaux changements. Je ne vais pas tous les rebalayer. Je ne vous ai pas parlé forcément de la suppression de la catégorie A à mon agricole. Je vous ai parlé du module. L'intégration de la culture qualité, à mon avis, ça, c'est vraiment à réfléchir. Nouvelle exigence concernant la qualité, exigence contractuelle légale, spécification client aussi à mettre en œuvre. L'équipement, screening, quels équipements
sur votre site vont être concernés par ça? Est-ce que la petite balance que je trimballe de l'atelier A à l'atelier B régulièrement, est-ce qu'elle fait partie, elle est couverte par ça? Est-ce que mes chariots élévateurs, c'est couvert par ça ou pas? Donc, il y a un screening pour s'assurer que vous êtes d'équerre sur tous les équipements. Allergène, il y a pas mal de boulot, à mon avis, si vous n'êtes pas habitué à cette problématique-là. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ça touche toutes les catégories de l'alimentation, même celles sur lesquelles, a priori, le risque allergène est limité. Mais peu importe. Simplement, ce que la Fondation dit, c'est que par défaut, vous ne pouvez pas écarter ce risque allergène. Donc, y compris sous l'angle allergène apporté par le personnel sur le site, même si votre activité, vous faites du vin, vous faites des produits sur lesquels, mis à part les sulfites, il n'y a pas d'allergène. Contrôle environnement, donc bien vérifier. Je vous ai mis la référence du document 3M où vous avez, je l'ai mis dans l'IFM, mais vous l'aurez, bien vérifié que vous avez un plan dynamique actualisé avec des critères et pertinents sur la surveillance de l'environnement. Et pour ceux qui sont aussi les épreuves, l'approbation des épreuves d'emballage et éventuellement des allégations aussi à vérifier. Alors, en cadeau, vous avez un petit tableau qui peut être pratique sur la partie documentaire. En gros, on va retrouver ici les 18 exigences. Vous avez en couleur, en bleu, celles qui sont nouvelles, les 5 nouvelles. En orange, celles qui sont profondément modifiées. Ouais, je n'ai pas parlé du transport stockage. En fait, il y a uniquement une modification qui concerne le nettoyage des citernes de transport quand vous utilisez les citernes de transport. Et là, on vous a mis dans la colonne là tout ce qui nous paraît être à réfléchir, à revoir au niveau de la documentation. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'avance sur l'IFS? Oui, bonne idée. D'accord. Alors, je jette un coup d'œil à mon timing. OK. Alors, l'IFS, je vous ai dit, attention au calendrier. Démarrage des hostilités, les premiers audits au 1er janvier 2024 de façon obligatoire. Oui, mais vous pouvez démarrer de façon volontaire au 1er octobre. Et si vous êtes en mode inopiné, avec une période de calcul de l'inopiné qui démarre après le 1er octobre 2023, votre audit inopiné, il peut très bien être en version 8 dès 2023. Donc, c'est la particularité. Et ce qu'on vous a mis ici, c'est plus les cas particuliers. Un audit siège, audit des sites de production doivent être faits dans la même version. Il faut peut-être réfléchir avec votre organisme de certification. Et les audits d'extension, les audits complémentaires doivent être dans la même version que l'audit principal. Donc, s'il a été fait en V7, même si votre audit d'extension ou complémentaire il est fait après le 1er janvier, il sera quand même en V7. Voilà, c'est les situations particulières. Et tous les audits en V7, logiquement, sauf situation exceptionnelle, se terminent au 31 décembre de cette année. Donc, le timing est court, d'autant plus que la parution a pris un peu de retard après la suspension de l'IFS. Donc, il va falloir aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel, vous pouvez essayer de voir les petits trucs qu'on vous a donnés. Là, on vous a listé les points les plus importants, comme on l'a fait sur le FSSC 22000. La notation de B redevient une déviation. Les mentions d'origine peuvent monter dans le certificat, dans le libellé. Ça, c'est plus du protocole. Le temps de rapportage, le nombre de règles purement administratives a été allégé. Alignement, et ça, on verra que ça touche tous les référentiels IFS, BRC, FSSC sur la dernière version du Codex Alimentarius et sur l'ISO 22003 dont j'ai parlé. Un statut étoile pour les gens qui veulent être en mode inopiné et le faire valoir à tous les audits. Culture de sécurité d'aliments, donc l'IFS ajoute des éléments supplémentaires, notamment avec des objectifs. Il doit y avoir un objectif pour chaque pilier de la FSSC, communication, formation, retour d'info du personnel, mesure de performance de la FSSC. Et puis après, vous verrez la checklist d'audit, le vocabulaire a été clarifié. Ce qu'il faut retenir, sensiblement le même nombre d'exigences en version 7 et en version 8. 5 nouvelles exigences, c'est celle-là qu'on va revoir. 8 exigences fusionnées ou supprimées, 5 chapitres au lieu de 6, c'est ce qu'on a vu, le food defense passe au chapitre 4. Et attention, les KO sont modifiés. Alors, on n'aura pas forcément le temps de le voir aujourd'hui, mais je vous
Je vous indiquerai quand même quelques pistes sur la façon de se préparer à l'audit et d'éviter les chaos. Donc, point important et commun à tous les référentiels dans leur dernière version, on se cale sur ces mises à jour par rapport au codex version 2020. Et le codex 2020, eh ben, il avait repris des choses qui datent déjà de 2008 sur la validation et il les a gravées dans le marbre. Et en gros, ce que le codex vous dit, c'est que il faut, il y a une procédure, vous savez, il y a 3 phases, hein. Avant, on valide, ou on qualifie un équipement ou une mesure de maîtrise dans votre système HACP. Pendant, on le surveille et après, on le vérifie. Bah, cette boucle, il faut qu'elle soit activée et puisse enclencher des requalifications quand c'est nécessaire. Alors, ça peut être un examen de vérification que vous avez planifié, des audits internes. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des tendances, ça peut être des réclamations clients, mais toujours il faut avoir à l'esprit, est-ce que mon système HACP est toujours efficace? Et plan, do, check, act, est-ce que je dois, après vérification ou après analyse de tendance ou d'information, le remettre sur l'établi et repasser par la case requalification. C'est essentiellement ça qu'on va vous demander. Surveillance de l'hygiène des mains, on avait de toute façon, c'est pas le lavage des mains. Alors, on parle bien de, vous aviez déjà dans le référentiel, il vous faut tant de lavabos, il faut des lavabos où l'eau est pas trop froide, à la bonne température, etc. Tout ça, c'est le matériel, les moyens à mettre en œuvre. Là, ce qu'on vous dit en plus, c'est que vous ayez un programme basé sur les risques, doit être en place et tenu à jour pour maîtriser l'efficacité de l'hygiène des mains. C'est la clause 3.2.4. Donc, à vous de raisonner. Alors, il y a une exigence liée à l'hygiène personnelle qui doit être revue tous les 3 mois, avec une fréquence définie en version 8. Il faut aussi s'assurer que l'hygiène des mains est efficace. Attention, ça peut être mis en lien avec un KO, qui est le numéro 3. Les exigences sur l'hygiène personnelle doivent être comprises et appliquées par tout le personnel concerné, ainsi que par les prestataires externes et les visiteurs. Donc là, l'IFS, elle souligne le fait qu'il y a un comportement clé. Je vous disais qu'on va le retrouver dans quasiment tous les cas, sur tous les maillons de la chaîne alimentaire. Le comportement clé, c'est le lavage des mains. Bercé a une approche un peu différente. Il dit c'est le management, l'équipe en charge de la sécurité des aliments qui va définir quels sont les comportements clés. Et ici, en IFS, finalement, si on veut vraiment être efficace, la recommandation, c'est de faire un peu ce qu'on fait en food safety culture, c'est-à-dire de dire on va agir sur un comportement. Donc, on va se poser en amont les questions suivantes. Quelle est la connaissance, qu'est-ce qu'on sait sur le lavage des mains, qu'est-ce qui peut influencer, favoriser, défavoriser, rendre efficace, rendre inopérant le lavage des mains. Quelles sont les preuves mesurables fondées sur des données probantes qui nous permettent de savoir quels sont les facteurs, les barrières à l'application du comportement lavage des mains. Est-ce que je peux le mesurer? Est-ce que j'ai des éléments? Si je veux mesurer que c'est efficace, il va me falloir des critères. Ça peut être la consommation de papier pour se sécher les mains, de savon. Ça peut être des tests, je vous montrais les lampes à UV ou autres, à vous de définir des critères. Et comme ça, vous avez vraiment une stratégie qui vous permet de mettre en place des mesures d'efficacité. Alors l'IFS ne vous demande pas ça, enfin, au sens strict, hein. Vous avez une obligation de résultat qui est de mesurer l'efficacité des mains. Mais en faisant le parallèle, justement, c'est l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui, est-ce qui se fait sur d'autres référentiels? Finalement, c'est une question liée à la food safety culture et à l'application des comportements. Donc, il faut raisonner plutôt dans ce sens large. Et quand je vous parle des plans de pilotage de la sécurité des aliments, de la culture de la sécurité des aliments, ça peut être un axe, un élément que vous mettez dans votre plan de pilotage. Vous avez un comportement clé que vous suivez. Et quand vous voyez que qu'il n'est pas appliqué, qu'il est mal appliqué, quand vous mettez en comparaison l'application dans le secteur A, l'atelier B, l'atelier C, et que vous voyez qu'il y a des divergences, il va falloir que vous en tiriez les leçons. Exigence supplémentaire sur les produits chimiques. Bon, je passerai rapidement. En gros, on a sur le risque de contamination avec des produits chimiques une extension à tous les produits chimiques présents sur le site qui doivent être adaptés à leur usage, étiquetés, stockés et manipulés de manière à ne pas poser de risque de contamination.
Donc là, faites un peu un screening pour savoir si dans vos produits chimiques, vous n'avez pas oublié, j'en sais rien moi, le lave-vitre de la société, le produit lave-vitre qui est stocké dans le placard à balai de la société qui vient faire, ou j'en sais rien, hein, ou c'est essentiellement un travail de screening pour vérifier qu'ils sont adaptés à leur usage, étiquetés et stockés. Donc, plan de surveillance de l'environnement, je ne redis pas ce que j'ai dit pour le FSSC. Ici, la 5.6.2 en IFS vous dit, sur la base des risques, les critères du programme de surveillance environnementale doivent être documentés, mis en place et tenus à jour. Donc, il y a des normes, il y a des guides. Je citais le guide 3M qui existe en français et en anglais sur la surveillance de l'environnement. Il y a pas mal de ressources qui peuvent vous aider à mettre en place cette exigence-là. Et pour toutes les déviations, au sens large, il y a une obligation en version 8 que toutes les déviations et non-conformités soient identifiées et que des corrections doivent être mises en œuvre. Donc, la différence entre déviation et non-conformité, la non-conformité, on va agir sur la récurrence. On va faire une analyse des causes et on va corriger le process pour éviter que le problème se représente. La déviation, on va devoir avoir une correction immédiate. Vous avez ici, j'ai mis un pasteurisateur qui est sale, qui est c'est pas en calaminé, mais enfin, il y a un dépôt qui s'est fait. La preuve de correction, c'est à fournir la photo après nettoyage avant l'émission du certificat. Donc, toujours, la correction, il y a cette notion, on ne doit pas proposer des preuves dans le futur. Ça doit être acté. Si vous achetez un nouvel équipement, c'est une facture acquittée. Ce n'est pas un devis. Voilà, c'est toujours cette logique de correction. Food safety culture, j'en ai parlé tout à l'heure. Essentiellement, les 4 piliers doivent faire l'objet d'au moins un objectif. C'est au chapitre 1.1.1 là sur la politique. Donc, vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Vous pouvez vous inspirer. On a parlé du position paper de la GFSI ce matin. C'est une très bonne source pour avec des questions sur des objectifs que vous pourrez mettre en place. Vous pouvez vous faire aider. C'est ce qu'on a évoqué ce matin avec mon collègue, c'est-à-dire avoir un regard extérieur sur votre stratégie. Il y a toute une réflexion sur les indicateurs qu'on n'a pas développé ce matin, mais qu'on aurait pu développer, les indicateurs proactifs, rétroactifs. Les proactifs sont plus liés à la situation telle qu'elle va être dans le futur. Les rétroactifs ou lagging indicators sont plus liés à un état du passé. Donc tout ça, ça peut vous permettre de mettre en place des objectifs associés à des indicateurs adaptés. Et attention, on a toujours un chaos sur la sensibilisation. Enfin, les employés doivent être conscients de leurs responsabilités relatives à l'SSA et des mécanismes doivent être mis en place pour vérifier l'efficacité de leurs actions. Donc, vous voyez que c'est quand même, il peut y avoir un impact sur la certification. Sur le HACCP, je vous en ai déjà pas mal parlé sur le FSSC 22000. Là, j'ai mis sur ce transparent-là tout ce qui vient modifier ou la démarche HACCP, 7 principes, 12 étapes du codex, en IFS version 8. Donc, sur la description des produits, on va vous demander des précisions. Il y a une liste à points. Votre description de produit doit être encadrée par certains points. J'ai parlé de la validation. Ça, on l'a vu. Requalification en cas d'événements déclencheurs si nécessaire. Identification de l'utilisation prévue et des utilisateurs. Donc, généralement, vous le faites. Young, old, pregnant, infant, donc les catégories sensibles. Prise en compte des dangers significatifs pour l'analyse des dangers, ça c'est nouveau. Ça n'existait pas en version 7 de façon explicite. Donc on a cette notion de danger significatif. Numérotation des clauses pour les mettre en phase avec celle des étapes HSCP. Alors ce que je vous conseille, parce que ça vient de sortir, c'est qu'il y a une toolbox, donc une boîte à outils qui est très bien faite, qui va être présentée par la FAO. Là. Elle est déjà en ligne, je vous ai mis le lien, et qui vous permet de revoir, y compris validation et vérification,
et de faire un check que vous êtes bien en raccord avec toutes les interprétations, les 7 principes 12 étapes selon la version 2020. Point à ne pas négliger et qui est lié à la food safety culture. Alors, je regarde quand même le timing. Ouais, c'est bon. Ajout de l'évaluation de l'efficacité des formations dans les programmes de formation avec des preuves, donc des instructions documentées. Donc, on est dans une réflexion proche de l'axe formation de la food safety culture, dans lequel il va falloir s'intéresser non seulement au niveau de la réaction à chaud ou de la capacité à acquérir des connaissances, mais surtout de la mise en œuvre et de la modification au niveau du poste des comportements. Et au final, on aurait pu rajouter au niveau 4 des résultats attendus au poste. C'est-à-dire que là, l'efficacité, ça doit être d'aller jusqu'à, oui, on mesure une efficacité, y compris sur les résultats de l'activité. Donc derrière, il y a toute une réflexion en lien avec la food safety culture sur les tutorats, la formation des tuteurs qui est à mettre en place. Et en plus, vous marquerez des points pour la food safety culture. Enfin, sur les KO, j'entrerai pas trop sur le détail, mais il y a des précisions sur 5 KO, le 4, le 5. Le 4 et le 5, ils ont été inversés dans l'ordre. En gros, les accords avec les clients doivent être plus précis, détaillés. Il doit y avoir des mesures, excusez-moi, des plans de validation, les spécifications des matières premières aussi. Il y a des éléments à prendre en compte supplémentaires. Sur la traçabilité, on est bien sur la notion de traçabilité à toutes les étapes, pas de perte de traçabilité. Sur les audits internes, là, on est sur une notion d'audit. Oui, et traçabilité, excusez-moi, il y a aussi la notion de bilan matière. C'est-à-dire que la traçabilité, vous verrez dans le glossaire, ils ont rajouté la définition de ce qu'est un bilan matière, doit s'appuyer sur un bilan matière. Les audits internes, alors là, on est sur la notion que la campagne d'audit interne doit être basée sur les risques. En gros, c'est très proche de ce qu'on fait en BRC. Et en plus, il faut qu'elle s'inscrive dans une temporalité de 12 mois, à l'exception de certaines exigences comme revue de direction, test de traçabilité, justement, qui peut aller jusqu'à 15 mois. Vous avez une tolérance de 3 mois sur certaines exigences. Mais il faut probablement revoir en version 6, en version 8, pardon, votre programme d'audit interne. Et en fonction de la date de votre premier audit en version 8, il faudra que vous ayez démarré les audits internes sur la nouvelle version. C'est-à-dire qu'à votre premier audit, l'auditeur va vous demander votre programme d'audit interne. Vous n'aurez pas forcément balayé l'ensemble des exigences de la version 8, mais il faudra que vous soyez en mesure de montrer que vous aviez démarré. Procédure de rappel, de retrait d'incident, on est un peu sur ce qui s'est... alors, il y a la notion de définition des responsabilités, de formation, le processus de décision doit être tracé, et c'est un petit peu similaire à ce qu'on trouve en FSSC et ISO 22000. Donc, je ne détaillerai pas les KO, mais donc ces 5-là, il faut que vous les relisiez attentivement. Avec en main le document version... le document avec 2 colonnes, version 7, version 8, où toutes les modifications sont indiquées en rouge. C'est le plus simple. Attention, la notion de matériaux contact évolue en version 8. Matériaux contact, c'est destiné à être mis en contact avec les aliments ou sont déjà en contact avec les aliments et sont destinés à cet effet, ou peuvent être supposés entrer en contact avec les aliments ou transférer leurs constituants aux aliments dans des conditions normales et prévisibles d'utilisation. Donc, ce n'est pas uniquement matériaux contact, vous voyez, et la traçabilité, notamment, demande à ce qu'on trace les matériaux contact. C'est tout ce qui est éventuellement susceptible d'entrer en contact avec les aliments ou transférer leurs constituants aux aliments dans des conditions normales et prévisibles d'utilisation. Attention à ça. Alors, pour terminer cette session sur les nouveautés, je vous ai mis un peu pour rappel parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, le BRC V9, c'est un peu du passé. Mais j'ai une question. Ah d'accord, ouais, tant J'ai mieux. une Je question. suis étonné parce que j'ai dire le BRC V9, je vais le... Non, c'est une question D'accord. de Olivier Tribou qui nous demande pour les fournisseurs d'emballage en contact avec les denrées alimentaires, puisqu'il y a eu une actualisation du BRCGS Food
Doit-on s'attendre à la mise à jour du référentiel BRCGS Packaging, qui est actuellement en version 6 et qui date Oui, de 2019? Est-ce que oui, tu as oui. Alors, on n'a des éléments de aucune. calendrier? Normalement, généralement, il y avait toujours un décalage d'un an entre les deux référentiels. C'est-à-dire qu'on avait, c'est un peu comme le rasoir à deux lames. Vous aviez la V9 là, qui est sortie en février et le packaging. Alors, je pense on a reçu un calendrier. Il y a une réunion des OC demain. Le BRC réunit les OC. On aura peut-être des infos, mais là, je suis un peu pris comment dire, au dépourvu. Je ne peux pas vous donner la date. Ça m'étonnerait qu'il soit dans les clous pour début 2024 pour la prochaine version du référentiel packaging. Mais c'est effectivement dans leur calendrier et Olivier a tout à fait raison, ça va être un des éléments qui va être pris en compte dans la prochaine version du référentiel packaging. Si j'ai le temps, avant la session là, de 16 heures, je vous chercherai ça. Alors, oui, alors là, vous avez toujours pareil, le même principe. Alors, c'est toujours un parti pris. Ce qui nous semble plus significatif dans la V9. Vous allez voir encore, c'est pour ça qu'on a parlé longuement ce matin, la food safety culture. Sur des éléments, alors food fraud, food defense, c'est plus de l'harmonisation. Et il y avait un peu un micmac, c'était pas géré de la même façon. Là maintenant, c'est harmonisé. Les exigences du codex, même chose qu'en IFS, en FSCC. Vous prenez le document de la FAO où vous allez retrouver ces notions validation, requalification, rappel, retrait de produits, aussi renforcement, ce qui est assez logique, prise en compte de risques émergents, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui avaient été signalées au BRC qui se remontent dans le référentiel en version 9, des tas de choses qui concernent les équipements. Alors là, le BRC, c'est le plus complet sur justement la conception hygiénique des équipements, qui va vous dire que vous louiez un équipement, que vous l'achetiez d'occasion. Il va citer tous les cas de figure possibles pour les équipements. Il va vous demander des preuves de maîtrise. Que vous mettiez comment dire, en phase de non-utilisation des équipements, par exemple, vous avez une saisonnalité, un certain nombre d'équipements que vous mettez de côté. Alors vous allez devoir les protéger. Ensuite, il y a toute une procédure pour les remettre en service, les nettoyer le cas échéant. Donc tout ça, ça va être bétonné dans le BRCV9. Produits à haut risque, haute précaution, il y a des évolutions, oui, il y a un certain nombre de choses qui étaient dans les notes de position, ce qu'on appelle les notes de doctrine, qui sont remontées dans le référentiel. Les rayons X, vous avez tout un chapitre sur si vous utilisez des appareils de détection rayons X qui ressemblent un peu à l'aspect détecteur de métal. Donc, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on vous laisse toujours ces petites fiches de synthèse qui vous donne un peu c'est un peu le mémo, le post-it, food safety culture. Les sites doivent maintenir et développer la culture de la sécurité des aliments. Ce qui est nouveau dans la version 9, c'est qu'on voit introduire la notion de comportement. Le BRC, c'est celui qui vous parle de ces fameux d'identification des comportements clés. Sinon, sur le reste, il y a toujours la notion de plan. Et l'audit de la food safety culture va s'articuler autour d'un plan sur la culture de la sécurité des aliments. Enfin, le HACCP, je passe rapidement, même logique. Ce qui est un peu différent en BRC, c'est qu'il y a une tentative d'harmoniser toutes les terminologies entre les terminologies américaines du FISMA sur le HACCP et les terminologies plutôt européennes. Le BRC dit non, mais quelle que soit la zone géographique et le type de HACCP que vous utilisez, nos auditeurs doivent pouvoir être capables d'auditer un seul et même plan, quelle que soit la terminologie. C'est un peu un détail. Les équipements, j'en ai parlé, prise en compte de toutes les situations, y compris les équipements mobiles, y compris, alors souvent c'est mal compris dans le référentiel V9, c'est déplacement d'un équipement habituellement statique. C'est-à-dire pour des raisons de réaménagement de votre ligne
vous déplacez des équipements, eh ben, vous avez au chapitre équipement des exigences pour vous assurer que ces déplacements d'équipements qui sont habituellement statiques sont gérés, sont contrôlés. Les fondamentales, c'est un peu comme les KO de l'IFS, en BRC, elles ne changent pas. C'est-à-dire que vous avez les 12 chapitres fondamentaux ne changent pas, c'est les mêmes. Donc, avec peut-être sur gestion des allergènes, une sensibilité particulière du BRC, il faudra faire attention, mais sinon, ça ne change pas. Alors, on est presque au bout de cette présentation. Je vais laisser un temps pour les questions, mais je voudrais faire un petit peu de réclame, hein, parce qu'on cherche des auditeurs. On est sur une activité assez large depuis pas mal de temps. On couvre tous les référentiels reconnus JFSA, disons, applicables en Europe de l'Ouest, hein, IFS, BRC, IFS Food, Logistique, Broker, BRC Food, BRC Packaging, FSSC Food, FSSC Packaging. Et pour servir, entre guillemets, nos clients et rajeunir également le pool auditeur, on a besoin de faire entrer de nouveaux auditeurs. Donc, on vous a laissé ici un transparent de synthèse qui vous donne un peu les étapes du parcours. On a synthétisé les principaux prérequis. Alors, c'est à affiner, hein, mais le mieux, c'est d'envoyer un message à mes collègues du département de gestion des compétences à l'adresse dgece@afnor.org qui pourront vous donner un retour sur les possibilités de qualification. Et vous avez effectivement ensuite des possibilités, des passerelles. On peut démarrer en tant qu'auditeur système ou démarrer en tant qu'auditeur IFS BRC et puis évoluer sur d'autres types de prestations en fonction de ses affinités. C'est assez simple, par exemple, de rajouter le sans gluten si vous êtes auditeur BRC, y compris en FSSC. Vous voyez, il y a des combinaisons possibles qui font que vous pourrez enrichir vos compétences au fur et à mesure. Ah, je laisserai peut-être Olivier présenter ça. Alors, peut-être, je suis allé assez vite, mais s'il y a des questions, je ne sais pas si Olivier, tu as noté. Alors, est-ce que j'ai noté? J'ai fait plus que ça, j'ai les doigts qui chauffent. J'ai Ah, répondu à peu près à eh ben c'est bien. Alors, 95% des questions. et dans le 5%, est-ce qu'il y en a des particulièrement vachardes que tu voudrais me soumettre? Non, mais j'ai eu des Non, choses. Quels sont les enjeux ouais. de la food safety culture? Donc, j'ai répondu Oui, oui, un oui. peu sur le ton de l'humour en disant que si la personne voulait passer la soirée avec moi, je me ferais un plaisir de lui détailler. Mais voilà, non, c'est Ouais. pas de questions très techniques. Euh, Ah, Qu'est-ce que j'ai? Peut-on cette question, devenir peut-être je peux auditeur de rebondir. packaging sans être client chez Voilà, je viens le Afnor? voir. Mais Alors, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Mais évidemment, hein, c'est un peu à l'instar de ce que vous avez vu. Ouais. Voilà, vous êtes. Alors, tiens, bah, écoute, c'est très intéressant Mhm. parce que alors tu as présenté la recherche d'auditeurs. Ouais. Je voudrais vous parler aussi et si tu peux avancer comme ça évite qu'on bascule sur ma presse. Mhm, mhm. Si tu peux avancer d'une slide, Oui, oui, je suis en train. génial. En fait, le groupe AFNOR a développé depuis quelques mois un projet qui s'appelle le projet BAO. Ça, c'est notre petit nom de code qui s'appelle, en fait, qui est le projet que l'on appelle le bouche à oreille ou l'intermédiation professionnelle par AFNOR. L'idée, et on s'en est aperçu avec le Covid voilà, les modes de travail vont changer. Les gens sont plus enclins à bouger, faire autre chose, lancer une activité, même s'ils sont responsables qualité. Et donc, le projet Bouche à oreille, en fait, est développé
pour mettre en relation des entreprises et des personnes avec des compétences voilà, qui ne se connaissent pas. Donc, c'est utiliser AFNOR comme un tiers de confiance pour mettre en relation des gens qui ont des besoins et des gens qui proposent des choses. Donc, bien évidemment, si vous êtes, voilà, si vous cherchez un auditeur interne, si vous cherchez un responsable qualité à temps partagé ou pendant une petite période pour, comment dirais-je, pour remplacer votre responsable qualité, eh bien, vous pouvez faire appel au service bouche à oreille d'AFNOR, dont vous avez les coordonnées ici. Vous avez un site www.afnor.org/BAO ou l'adresse générique bao@afnor.org. Et voilà, le temps d'un projet, vous voulez faire intervenir quelqu'un d'extérieur, voilà, vous n'avez pas trop le temps de valider les compétences ou de faire ça, on le fait à votre place. C'est une mise en relation qualitative. Voilà. Alors nous, on fait pas de conseil, hein, c'est pas du conseil, voilà, mais on peut vous aider à trouver des profils qualifiés, la meilleure compétence qui soit. Voilà. Et donc, quand le client a besoin de quelque chose, il contracte avec AFNOR, avec le tiers de confiance, et nous, on cherche tout. On cherche la personne, on propose la compétence idoine. Et puis voilà, donc c'est très intéressant. Moi, j'approuve particulièrement cette initiative portée par ma collègue Sophie Sala, qui ne pouvait pas être parmi nous cet après-midi, mais qui a confiance en moi pour présenter son projet, que je fais sûrement bien moins qu'elle. Mais voilà, donc pour les accompagnements, pour l'audit, évaluation en dehors des audits tierces parties, pour le renfort d'équipe, mais voilà, donc par exemple, ben, n'hésitez pas aussi bien si vous êtes demandeur que si vous voulez proposer des compétences pour sortir de temps en temps de chez vous. C'est vrai que les responsables qualité, certains peuvent participer à des clubs des clubs qualité en région, il y en a, ou des plateformes d'audit croisées, et ça les oxygène, ça oxygène aussi l'entreprise, puisqu'elle bénéficie finalement, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc voilà, donc AFNOR se positionne comme facilitateur, voilà, et puis ça permet d'oxygéner aussi les collaborateurs, les accompagner dans leurs projets, et, euh, et bien évidemment faire profiter à son employeur et à d'autres les compétences que vous pourriez avoir. Voilà pour la présentation du projet bouche à oreille. Alors, j'ai une question, Ouais. mais pour Gwendoline. Est-ce que Ah, Gwendoline, elle est là? Alors, Gwendoline, j'ai eu une question puisque pendant que notre ami Laurent parlait, moi j'écrivais, j'ai mis pas mal de liens dans le chat et Oui. visiblement, d'après ce que j'ai compris, les liens sont pas actifs. En tout cas, les personnes ne peuvent pas directement cliquer sur ces liens. Est-ce qu'il y aura moyen que les personnes capitalisent les échanges et les questions-réponses de ce webinaire? Première question. Et si oui, est-ce qu'ils auront accès à ces liens-là? Alors moi, je les vois bien actifs, les liens. Ah, ah, ah. Oui, ouais. mais toi, tu as un statut particulier peut-être. Le statut Est- d'animatrice. Est-ce qu'ils peuvent faire un copier-coller dans un fichier Word et ensuite, tu vois, moi, c'est ce que je fais parfois. Oui, après, oui, c'est Ouais. un copier-coller ou bien, oui, le mieux, c'est de prendre tout de suite le lien Mhm. et de le mettre à part en le copier-collant soit sur les notes ordinateur ou dans le navigateur, comme ça, on perd pas le lien. Ouais. Euh, ok.
Donc, Voilà. c'est chouette, nickel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il est quelle heure? 15h23. Alors, s'il y a d'autres questions, ben, Ah, profitez-en. Tant j'ai, que notre ami j'ai- prend, oui, j'ai vu une question de Bruno Descours sur le Japon. Donc, en fait, ça me permet de. C'était ta question, c'est quelle est la certification la plus reconnue au Japon? Globalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'FSSC a fait un boom historique. On est à 32 000 certificats, et notamment en Asie, il y a beaucoup de certificats. Et je sais qu'au Japon, je ne sais pas si c'est la certification de système de management la plus reconnue, mais il y a beaucoup de certifications sur l'Asie. Après, je vais vous donner un sentiment plus d'organisme certificateur, parce que moi, j'ai vu naître le FSSC, j'ai dit BRC, excuse-moi, c'est FSSC. J'ai vu la première version du FSSC en 2009-2010. Là, maintenant, on a 32 000 certificats FSSC. C'est vraiment un référentiel qui a été boosté et qui s'est professionnalisé. Et vous avez vu que en termes de comparaison avec IFS BRC, le FSSC, maintenant, il y a Food Fraud, Food Defend, Food Safety Culture, il y a la qualité, il y a le gaspillage et comment dire, la prévention du gaspillage et des pertes alimentaires. Il y a plein de choses. Il y a le respect des exigences contractuelles des clients via la prise en compte des exigences des clients au niveau des exigences additionnelles. Donc, le choix, la stratégie d'une entreprise qui voudrait construire son système de management de la sécurité des aliments sur l'ISO 22000, pas perdre le bénéfice d'une démarche qui est vraiment très complète, je dirais la plus complète possible par rapport au HACCP, la discussion est quand même possible avec les donneurs d'ordre et les clients en leur disant, vous savez, maintenant le BRC en V6, le FSSC en V6, il est très comparable à l'IFS et au BRC. Donc on va voir comment ça évolue, mais je pense que la donne est en train de changer. Et nous, et Laurent, voilà. je pense que parmi les référentiels reconnus de JFSI, Ouais. il y a un référentiel japonais, hein, le JFSM. Oui, ouais. Je sais, mais je ne connais pas. Ouais. Moi non plus, mais Voilà. voilà. Donc Il y a la Bruno, Chine aussi qui a fait reconnaître un référentiel. Asia, oui. Alors il y a Voilà. le China HACCP. HCCP, Ouais. et pour l'amont agricole, il y a le Asia Gap. Voilà, Euh, tout ça, c'est MyGFSI. Vous allez sur le oui, site de la GFSI, sur la rubrique benchmarking. Voilà. oui, d'accord. Je suis en train de, voilà, OK. les éléments. Eh ben c'est super, génial. Très Attends, bien. est-ce qu'il y a une dernière petite question pour les catégories F2? Oui. Concernant les exigences Food Defense et Food Fraud, quelles preuves demander aux fournisseurs? Alors, déjà, oui. Une question de Michel et une attestation ou un questionnaire renseigné par ces derniers est-elle suffisante comme preuve pour la catégorie F2 sur Food Ouais, Defense c'est une bonne question parce que là, ici, vous voyez, dans le tableau de synthèse, j'ai rajouté pour la catégorie F2 la présence de plans Food Fraud et Food Defense est à vérifier également au niveau des fournisseurs du site. Ça veut dire concrètement qu'on attend plus qu'un. On peut leur demander quand même un extrait de leur disposition. Alors déjà, de toute façon, il va falloir que vous revoyiez au niveau des il va falloir voir il va falloir au niveau des cahiers des charges que les exigences Food Fraud, Food Defense, ça remonte. La fondation va probablement mettre à jour les guides, puisqu'il y a un guide Food Fraud, guide Food Defense, pour préciser les preuves demandées quand on n'est pas fournisseur, comment dire, quand on est fournisseur justement d'un courteur ou d'un agent de négoce ou de courtage. Moi, je dirais, c'est carrément des extraits du plan ou la preuve que le fournisseur a bien mis en place des dispositions concernant la prévention des malveillances, du sabotage et de la fraude. Hein. C'est pas précisé dans le référentiel. On attend que ça soit précisé dans les guides. Mais dans le doute, je demanderai, vous voulez travailler avec nous, ben voilà, donnez-moi un extrait de votre plan Food Fraud, de votre plan Food Defense.
Une autre question, Laurent. Et Ouais. après, voilà, jusqu'à 15h30, c'est chouette. Une organisation qui a débuté avec un référentiel, peut-elle basculer sur un autre durant la période triennale de certification? Oui, ça s'appelle une transition. Le C'est une transition. Voilà. On passe de, je sais pas moi, d'IFS à FSSC 22000. Et les propriétaires ont des règles spécifiques que votre organisme de certification doit vous fournir sur, voilà, je veux transiter vers l'IFS ou je veux quitter l'IFS pour aller vers le FSSC. Ouais, c'est une bonne C'est idée, tout à ça. fait possible. Voilà, c'est pour ça que je l'ai cité. Ok, Voilà. génial. Bruno Séché complète en disant FSCC au Japon et Safe Quality Food aussi au Voilà, Japon. bon, écoutez, Et on peut parfait. faire confiance à Bruno. Ah ouais, un Bruno, grand internationaliste de la ah, food safety. ouais. J'en profite pour dire, hein, venez nous écouter avec Bruno à Voilà. 17h30. On va rigoler, j'espère. En direct sur nos sites LinkedIn, en live, Bruno Séché et Olivier Boutou, voilà, où on va vous expliquer comment garantir l'échec de votre système de management.